Tu me donnes la question à tout prix. Oui. Mais moi, je peux parler comme ça. Je parle fort, sans ça. OK, mais on n'entendra pas. Ah oui, vous n'entendrez pas? Ben là, elle vient de me dire de poser une question. Je peux en poser une question. Elle m'a vu écrire, ça doit être pour ça. Mais je n'ai pas écrit directement à partir de ce que vous disiez, ce qui m'a creusé tout d'un coup le cerveau, c'est la question de la sexualité. Oui. La question de la sexualité, selon un anthropologue, René Girard. René Girard est un anthropologue. Pour lui, la sexualité, comme le reste des choses, des autres parties de la culture, ça s'apprend. On l'apprend d'un modèle. Il y a des gens qui sont des modèles pour toutes sortes de choses. Des modèles pour jouer, des modèles pour parler, etc. Ce sont des modèles parce qu'on les trouve beaux, grands, fins, intelligents, etc. Ce sont des modèles. Supposons que la personne qui me sert de modèle, l'être le plus proche, l'être qui est le plus proche d'elle, soit cette femme ou cet homme-là, c'est un garçon. Oui. Bon, moi je suis un garçon. J'apprends à aimer en imitant mon modèle. Ça se peut que ça fasse que j'ai tendance à aimer plus les garçons. Parce que j'imite mon modèle. OK. Alors ça, c'est la théorie de René Girard. Ça se peut aussi que cette tendance à imiter mon modèle devienne dominante. Que je devienne, par conséquent, homosexuel. Ça se peut qu'elle ne devienne pas dominante. Ça se peut qu'elle branle dans le manche tout le temps. Que je deviens transsexuel. Bon, vous voyez à peu près l'idée de René Girard. Je vous demande ce que vous en pensez. Voilà la question. Moi, ce que je dirais là-dessus, c'est qu'il n'y a pas de cause précise, d'explication complète, certifiée, pourquoi les gens sont homosexuels ou autrement. C'est multifactoriel, semble-t-il. Il y a toutes sortes de causes. Alors, on ne peut pas dire maintenant pourquoi c'est comme ça. C'est très complexe encore, l'explication par rapport à ça. Moi, c'est tout ce que je dirais. Je ne peux pas aller beaucoup plus loin là-dessus. Elle m'a fait poser une question. Quand les gens disent « je suis né homosexuel », c'est un peu opposé à ce que René Girard prétend. Puis c'est l'apprentissage de l'orientation sexuelle. On a une orientation... mais on a des modèles dans l'existence. Ça, c'est bien important pour l'imitation. Le terme technique, je ne l'ai pas, là. De René Girard, qu'est-ce que c'est, le terme technique de l'imitation? Bon Dieu, le terme technique de l'imitation, oui. C'est quoi? Et il faut faire comme René Girard, ce terme-là. Là. Faire comme, mais il y a un mot pour ça. Il y a un mot... il y a un substantif pour ça. Ben oui, il y a un mot scientifique, mais là... Non, mais c'est pas grave. C'est faire comme, là. C'est un fait que on a toujours des modèles. Les existentialistes, ils ont pas mal insisté sur apprendre le sexe. Par imitation. Par imitation, oui, mais il y a un mot technique. Pas capable de le trouver, mais c'est pas grave. Moi, chez nous, je vais le savoir. Et parce que selon l'existentialisme, on est un projet et on apprend en vivant, puis la biologie joue un rôle secondaire. Fait que là, ça pourrait être plus proche La mimique. Mimétisme. Mimétisme. Merci, Nancy. Oui, c'est ça, le mimétisme. C'est un terme qui vient de la biologie, puis qui a transféré à l'anthropologie. Oui. C'est ça. Bon, trêve de commentaires. Le séquoia, le caillou, j'ai compris. OK. Et explication, s'il vous plaît,
Sur le séquoia. Oui. C'est ça, la première peinture, c'était un caillou qui était noir, qui avait du gris, vous vous rappelez, et le séquoia est plein de couleurs, et c'est la dernière peinture, je vais vous la montrer d'ailleurs. Je vais vous montrer l'original. Sur le titre du livre. Alors, le symbolisme de ça, expliquez s'il vous plaît. Je vais vous l'expliquer. D'abord, quelque part dans le livre, vous allez voir, il y a à un moment donné un arbre qui est coupé. J'ai eu la sensation d'avoir le tronc coupé avec une toute petite feuille. Et j'ai fait des exercices d'ancrage avec une thérapeute à un moment donné qui me faisait me mettre debout et respirer, inspirer comme si j'allais chercher l'air dans la terre et j'expirais par la suite. Et je me ramasse en Californie, j'appelle ça la cathédrale, quel lapsus, dans la forêt de séquoia à Muir Woods. Et là, j'ai eu l'impression d'être dans une cathédrale. D'abord, vous savez, ces arbres géants. Et là, j'ai eu le sentiment, mais je suis un séquoia maintenant. Ma fragilité, un séquoia peut tomber par terre aussi, après des centaines d'années, oui. Mais c'est comme si j'avais l'impression que je m'étais solidifiée intérieurement. Et je vais vous lire la peinture que j'ai fait. J'ai fait une émission, l'émission C'est ma vie, à Canal Vie, en 2003. Et on m'a demandé quand j'avais téléphoné pour leur proposer, ils se sont intéressés à mes peintures. Puis ils ont dit, vous allez faire une peinture pendant l'émission. Alors j'ai fait, là je ne me suis pas occupée de la caméra, et j'ai fait comme je faisais d'habitude quand je me mettais devant la feuille blanche des peintures, qu'est-ce que je ressens en ce moment. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti, c'est très court, mon séquoia intérieur. L'espérance vert grandit de jour en jour. De la tendresse, non, de l'amour, de la passion, rouge, m'anime de plus en plus. Du bien-être jaune se manifeste. Les racines de mon séquoia intérieur continuent de s'ancrer dans la terre de mon être, de se solidifier et de s'élancer. La sérénité m'habite. Je vis de plus en plus consciemment le moment présent. Je distingue ce qui me concerne de ce qui appartient aux autres. Le lâcher-prise fait de plus en plus partie de mon quotidien. Merci d'avoir posé la question parce que j'avais comme oublié de conclure. Et si vous remarquez, il n'y a pas de gris, il n'y a pas de brun et il n'y a pas de noir. Après, la première peinture est en 90 et la dernière est en 2003. C'est quand même évocateur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais de difficultés, mais ça veut dire que j'ai quand même cheminé. Là. Et si moi j'ai cheminé, il y en a plein d'autres qui peuvent cheminer à travers leur propre histoire. Oui. Prochaine question. Soulever la lumière. Oui. Merci, madame, pour votre franchise. Et je me vois à plusieurs étapes. Je me vois à plusieurs étapes. Je peux vous raconter votre vie en résumé. Et je me souviens en particulier, lorsque vous parlez de religion, vous avez donné des interrogations. Je suis jeune, je suis au primaire. Je me rends tous les matins à la messe de 7 heures avant d'aller à l'école. Je vais parce que je vais communier. On n'avait pas le droit de manger avant de communier. Et une fois, j'ai dit mon voile, était un flamme. Je faisais les flammes. Et puis, je dois courir chez moi pour aller chercher et revenir à l'église. Et là, je vois des petits gars que les autres n'ont pas eu à courir pour aller chercher le flamme. Et mon intervention parvenue. J'ai assisté à une grande réunion des femmes qui travaillaient pour les pastorales à Québec il y a quelques années. Et il y a une dame qui enseignait à l'Université Laval qui a fait un récit, qui a tout récupéré ces textes-là et a mis ça dans un grand livre. Que je trouve difficile à lire, donc je ne l'ouvre pas souvent. Et je voyais des femmes qui travaillaient avec les prêtres et qui, lorsqu'on leur a demandé
de résumer leur vie ou de donner leur avis sur la religion, le rapport homme-femme, aussi femme avec les prêtres, mais elle mentait après lui dans le texte. J'ai pas compris la phrase, elle? Elle mentait. OK. Pour faire plaisir à leur boss qui était des prêtres. Et ça, je l'ai relevé lors de la réunion. On a regardé beaucoup, mais finalement, il y a certaines femmes qui sont venues nous voir après pour me dire merci, il y a au moins une personne qui m'a parlé, mais elle ne faisait pas partie des pastorales. Ma question. Vous avez parlé de couple, votre premier couple, femme et homme, et le second, 2 femmes. Est-ce que je me posais la question parce que vous avez parlé pour le second couple, vous avez d'abord eu une relation d'amitié pour ensuite former un couple. Est-ce que vous pourriez nous dire si c'est la même chose avec un homme? Est-ce que ça commence avec une relation d'amitié? Et quelle est la différence que vous vivez ou que vous avez vécue avec vous? Je dirais que je ne peux pas généraliser. Je pense qu'il y a autant d'histoires de couple que de... autant chez les couples hommes-femmes que chez les couples de même sexe. Dans mon histoire, moi, ça avait... Le père de mes enfants, ça avait commencé comme une amitié, mais qui est devenue assez rapidement amoureuse. Ce que j'ai pas réussi à... Il y a eu moins la communion, il y a eu bien sûr le cœur. Je l'ai aimé, le père de mes enfants, profondément. Mais il n'y a pas eu autant de proximité au niveau de l'âme. Et il y avait aussi toute la question des valeurs chrétiennes aussi. Je me suis aperçue quand je me suis mariée, rapidement après notre mariage, qu'il n'avait plus la foi et qu'il faisait un bout de temps qu'il n'avait plus d'ailleurs. Alors, il y avait tout ce niveau-là où on ne pouvait pas vraiment se rejoindre, mais c'était beaucoup plus profond que ça. J'ai l'impression que dans le couple que je vis maintenant, depuis maintenant autant d'années que j'ai vécu avec le premier couple, il y a cette communion de l'âme en profondeur qui est une espèce de complicité profonde. Puis je ne dirais pas que c'est parce que c'est une autre femme, là. Je ne peux pas dire ça. Je pense à des amis qui sont mariés, des couples hommes et femmes depuis 40 ans, des amis proches de moi qui vivent une relation extrêmement profonde et extraordinaire. Mais dans mon cas, je vis avec elle ce que j'aurais aimé vivre avec lui. Si je peux répondre comme ça. Juste pour revenir, est-ce que ça répond à votre question? Plus ou moins? Oui. Est-ce que vous avez senti dans votre nouveau couple que vous aviez plus de ressemblance dans vos âmes, dans votre corps, dans votre façon de penser? Oui, je pourrais dire ça. Et que vous avez plus d'échanges? Oui, honnêtement, oui, au niveau des échanges. Puis au niveau de l'âme, oui, c'est clair. C'est clair, il y a vraiment une communication en profondeur et on prend vraiment beaucoup de temps ensemble. On a une espèce de rite. Maintenant que ma conjointe est à la retraite, moi je suis à la semi-retraite. Le matin, après déjeuner, on va marcher. Et au retour, on fait nos choses. Puis vers le milieu de l'avant-midi, on se fait un café. Puis on prend une vingtaine de minutes ensemble. Puis là, c'est le temps où on partage toutes sortes de choses, les projets, les petits, les grands, les folies. Et ça fait des années, et plus ça va, plus on aime ce temps. Alors, ça a l'air très simple, mais c'est précieux. Il y a cette espèce de complicité que je vis en profondeur avec elle, que je savoure vraiment chaque jour. Je voudrais revenir sur ce que vous avez dit, Clément, tout à l'heure, juste par rapport est-ce qu'on est homosexuel ou pas. Ouais. Moi, dans les confidences que j'ai eues quand même de plusieurs personnes, c'est très partagé, ça. Il y a plusieurs personnes qui vont me dire, ben moi, je le savais depuis que je suis tout petit, et moi, avec l'histoire que je vous ai racontée tout à l'heure,
Je ne le sais pas si, quand j'étais jeune, parce que c'était invisible dans mon environnement. Fait que je ne sais pas si j'étais, par exemple, bi. Pas dans le sens que j'aurais eu 2 partenaires en même temps, parce qu'il y a toutes sortes de choses qu'on peut dire sur la bisexualité, là. Mais par le fait que j'ai eu une relation de couple avec un homme, puis maintenant avec une femme, et que je pense que je pourrais plus retourner avec un homme maintenant, pour toutes sortes de raisons. Mais c'est ça, c'est aussi, c'est très partagé, qu'on ne peut pas dire tout le monde naît comme ça, ou tout le monde... Il y a une fluctuation d'expérience et tout ça. Le mot de la fin. Le mot de la fin, merci beaucoup, Nicole Hamel. Avez-vous un petit mot pour la fin? Je veux juste, est-ce que tout... Il n'y en a pas d'autres qui avaient des questions? Je ne voudrais pas que les gens restent sur leur fin. Il est 9 h. Oui? Ouais, Ah? Oui, Est-ce qu'on peut? Je voulais juste savoir, vous avez, à la fin de votre présentation, vous avez lu des citations? Des citations. Et je voulais savoir d'où viennent ces citations. Est-ce que c'est pris d'un ancien texte ou d'où vient ça? Historiquement, de quelle civilisation? C'est un texte une émission à la télé d'une animatrice qui s'appelle Laura, avec un nom particulier, et qui aurait eu les commentaires de quelqu'un, mais qui fait référence toujours au Lévitique. Et je ne voulais pas vous dire les chiffres, les citations du Lévitique, parce que ça aurait été trop lourd, mais on va le mettre sur le site avec mon texte, alors vous allez pouvoir le relire. Mais c'est un texte anonyme, mais ça a circulé sur Internet, et moi je l'avais lu en anglais, je l'ai traduit en français. Alors, un texte de quel siècle ou de quelle civilisation? Oh, récent! Je veux dire, les commentaires sont récents, mais c'est toujours à partir du Lévitique. Ça vient de la Bible. Ce que je voulais faire ressortir là-dedans, c'est que des fois, on va dire au nom de la Bible, on condamne l'homosexualité, mais comment ça se fait qu'on ne condamne pas le fait que dans ce temps-là, on condamnait on était obligé de porter la barbe, on ne pouvait pas manger de crevettes. Là, aujourd'hui, on mange des crevettes. On condamne l'esclavagisme alors que dans le Lévitique, on était d'accord avec ça. C'est ça que je voulais faire ressortir. Que ça sort d'une ancienne civilisation qui avait ses règles. Exactement, alors, oui, on peut dire ça. Alors, oui, ça merci. Il y a une dame là-bas qui voudrait parler. Oui, j'aimerais savoir si vous attribuez un sens ou encore le rapport entre le cancer et la sexualité est important pour vous. Vous avez commencé avec le cancer, puis au fur et à mesure, vous êtes libéré à travers votre sexualité. Est-ce que ça vous a amené à également guérir au niveau du cancer? J'en ai eu 2 cancers, moi, mais il n'y a aucun lien avec la sexualité en ce qui me concerne, parce que physiquement, j'ai des problèmes à cause d'un accident d'auto, mais je ne vis pas ma sexualité comme telle, autrement. Alors actuellement, c'est beaucoup plus la spiritualité qui vient me chercher. Les valeurs spirituelles, pour moi, les valeurs chrétiennes ne sont pas nécessairement ensemble. Je vise plus la spiritualité que d'autres choses. D'accord? Alors, j'ai transformé cette, la vie que l'on met tant autour de la sexualité, qui en est devenue une obsession aujourd'hui, c'est déjà suffisant pour créer la maladie. Je pense qu'on peut arriver à vivre en haut de la ceinture, laisser tomber dans le bas de la ceinture. Mais c'est pas simple, hein? Alors, c'est ça que je me demande si, de la manière dont vous parliez, s'il y a un rapport direct entre la sexualité et le cancer. Je ne dirais pas entre la sexualité. Le rapport entre le cancer, c'est les déchirements du changement de vie de couple, le déchirement comme mère échec, le déchirement de ma relation avec l'Église catholique qui me disait que je ne pouvais pas vivre ce que j'avais à vivre. Ça, c'est directement relié au cancer. Mais par rapport à la sexualité, moi, ce qui m'a guéri sûrement, en plus de médecine, puis tous les moyens que j'ai pris, dont je parle d'ailleurs dans mon livre du Caillou, c'est tous les moyens que j'ai faits pour sortir, me libérer de ces déchirements-là, et l'amour avec ma conjointe, qui a été d'un support extraordinaire. Et au sujet de la sexualité, même si je sais que ça va sur Internet, je m'en fous, je vais le dire pareil. Après la chimiothérapie, on était en couple, disons qu'on a eu entre 91 et 95. Après la chimiothérapie, là, ma libido, là, a chuté drastiquement de 80%.
Alors, ce qui veut dire, c'est que maintenant, quand on a une relation sexuelle amoureuse, c'est très comblant, mais c'est très occasionnel parce que la maladie a fait chuter ma libido, la chimio m'a complètement... Je ne peux pas prendre d'hormones et tout ça. Alors, donc, l'amour, la relation amoureuse est beaucoup plus fondamentale, même si l'expression sexuelle est un cadeau. C'est comme, je dirais, c'est bon d'aller manger dans des petits restos, mais de temps en temps, d'aller manger dans un grand resto comme le Ré Raphaël à Québec ou des grands restos avec les grands cuisiniers, c'est extraordinaire. Bien ça, on a ça de temps en temps. On a moins souvent que quand on était un jeune couple, un deuxième jeune couple. Vous avez mentionné tantôt que vous avez vécu avec votre deuxième relation amoureuse ce que vous auriez aimé vivre avec la première. Moi, ça me dérange un peu, parce que pour ma part, je calcule que ça ne se compare pas. Mais vous êtes en train de me dire que avec un homme, une relation complète en tant que personnalité, parce que pour moi, ce qui est le plus important, c'est la conscience. D'accord? Alors, c'est comme si vous me donniez passer le message qu'une relation avec un homme, il y a moins de valeur spirituelle. Tout se passe également encore en bas de la ceinture. Je vous remercie infiniment pour votre question parce que je trouve ça super important de préciser que c'est surtout pas ça que je veux dire. Dans mon cas à moi, ça a été ça pour toutes sortes de raisons, mais j'ai des amis très proches de 40 ans de mariage, j'en ai 2 en tête, très proches de moi, couple hommes et femmes qui vivent une relation amoureuse, équilibrée, épanouissante, exceptionnelle. Alors pour moi, c'est possible dans les deux cas, absolument, mais moi, dans mon cas, ça n'a pas été le cas, malheureusement. Merci d'avoir posé la question, c'est drôlement important. Est-ce que c'est possible une autre question? Oui. Parce que madame a parlé d'invisibilité de la femme. Ah, l'invisibilité des lesbiennes dans la société. Et en plus des lesbiennes. Je verrais comme étant même plus dur lorsqu'on arrive dans la deuxième catégorie. Mais l'invisibilité de la femme en général, on sait fort bien que pour aller à 3%, je veux dire que c'était de présent. Est-ce que vous l'avez aussi vécu, là vous êtes une femme, mais est-ce que vous l'avez aussi vécu avec votre conjoint? Je ne pourrais pas dire ça comme ça. C'est plus par rapport à nos recherches. Quand on a écrit L'amour entre femmes dans l'Église catholique, on s'est aperçu que les écrits étaient élaborés, ils parlaient surtout de l'homosexualité homme, masculine, et la réalité des femmes était très peu évoquée. Elle était toujours incluse, comme c'est souvent le cas, là, c'était pas reconnu. Alors, c'est pour ça, c'est à ce niveau-là que je parle d'invisibilité. Et je peux pas dire que j'avais eu un conjoint qui... Mais non, il y avait quand même un côté féministe, il faut rendre César à... C'était un gars qui appréciait, par exemple, à chaque fois que je faisais des repas et tout ça, il aidait quand même pour la vaisselle, là, même s'il n'y avait pas le temps pour d'autres disponibilités. Mais c'était un gars qui ne prenait pas pour acquis. Régulièrement, il appréciait ce que je faisais à la maison, etc. Là, ça, je peux dire ça. Là. Ah bon. Et la nullité, oui. Demander la nullité du mariage, c'est quelque chose moi, qui m'interpelle présentement. En êtes-vous satisfait personnellement? Non. Personnellement, puis je ne pourrais pas trop élaborer parce que c'est délicat. C'est quoi les conséquences? Les conséquences dans mon cas, c'est que mes enfants ont vécu du rejet. Ils ont eu l'impression que j'avais renié le fait que je regrettais d'avoir eu des enfants, quelque chose comme ça. Et je pensais que ça aiderait les autres membres de ma famille aussi. Ça a eu l'effet contraire. Mais par rapport à ma propre expérience de nullité de mariage, ça a été... Avoir su, je ne l'aurais pas fait. Je n'irai pas plus loin, mais vraiment, j'ai regretté d'avoir fait cette démarche, non seulement pour les conséquences négatives que ça a apporté, mais aussi à cause du processus que moi j'ai vécu, et je sais que ce n'est pas toujours comme ça, mais moi je l'ai vécu d'une façon vraiment bizarre. Merci. Alors, vous êtes invité dans 2 semaines. Merci beaucoup. Merci beaucoup.